Bonjour à toutes et à tous. Donc cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Assayas qui, comme vous le savez, présente ce soir Carlos au Capitole, l'intégrale, c'est-à-dire la version de 5h30, c'est ça? Oui, version de 5h30. Donc c'est l'occasion de voir le film pour ceux qui l'auraient vu à la télévision, qui était le premier destinataire du film, mais de voir le film sur grand écran et sur un bel écran, celui de la Cinémathèque suisse. J'en profite tout de suite pour remercier la Cinémathèque qui est à l'origine de cette invitation, puisque comme vous le savez, il y a eu, et il y a encore une rétrospective aussi, Olivier Assayas à la Cinémathèque suisse, et certains de ses films, la plupart de ses films, voilà, la totalité de ses films ont été présentés cette semaine, ou les semaines passées, ça continue, donc vous pouvez vous renseigner en regardant le programme. Et puis c'était une envie que nous avions depuis longtemps, depuis 2 ans, en tout cas 2 ans et demi, de vous inviter, de vous avoir une fois ici pour pouvoir échanger avec vous sur vos films et sur votre pratique de cinéma. Et donc l'occasion était parfaite avec cette invitation de la Cinémathèque, et je remercie Anna Percival qui est avec nous aujourd'hui, et puis à travers elle, Frédéric Maire, et qui nous donne cette opportunité. Donc comme d'habitude, cet après-midi, cette discussion, c'est une discussion, hein, nous ne sommes pas là pour faire une conférence ni historique ni esthétique à proprement parler sur le cinéma de Olivier Assayas, mais pour l'interroger sur sa pratique de cinéaste. Et donc, évidemment que nous allons très rapidement, après quelques questions, vous donner la parole, puis la reprendre, puis fonctionner un petit peu sous forme d'échange, mais il faut vraiment que vous vous sentiez libre de poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, comme je vous le disais en début de semaine, c'est l'occasion, puisque la plupart d'entre vous sont en train de préparer des tournages de films, que ce soit documentaires ou de fiction, ou ont réalisé des films de fiction au semestre dernier, d'interroger, de questionner Olivier Assayas sur sa façon de faire des films. Et donc vraiment, il ne faut pas que vous vous gêniez de poser toutes les questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Nous sommes dans un cercle, nous sommes dans une école de cinéma, donc vous êtes protégés, vous pouvez dire tout ce que vous souhaitez dire sur le cinéma et sur les gens qui le font. C'est Benoît Ressel et moi-même qui animerons cette discussion. Et je vais Mais d'abord, évidemment, si je ne l'ai pas dit, je vous remercie vraiment beaucoup de nous accorder un petit moment, parce que vous avez un emploi du temps très chargé, vous êtes en train de faire la promotion de plusieurs films à la fois et vous en préparer un autre. C'est vraiment gentil de prendre un peu de temps pour nous cet après-midi et de rencontrer les équipes. Moi, il y a une question qui me taraude toujours quand je vois vos films, c'est jusqu'où est-ce qu'un scénario est écrit? À quel moment est-ce qu'il faut oublier le scénario pour partir? Benoît, parle dans le micro. Pardon, Puis je vais donner celui-ci. Est-ce que comme ça, est-ce qu'on entend? Comme ça, est-ce qu'on entend? Allô? Jusqu'à quel point est-ce qu'un scénario doit être écrit, et à quel moment est-ce qu'on lâche le scénario pour passer à la réalisation? À quel moment est-ce qu'on oublie le scénario pour être dans une énergie qui est propre au tournage? Disons enfin, moi je vois les choses un tout petit peu différemment, c'est-à-dire que pour moi, disons que j'oppose ce qu'on appelle le scénario à ce qui serait l'écriture cinématographique. Pour moi, l'écriture cinématographique, c'est ce qui commence à partir du moment où on imagine le film qu'on a envie de faire, la façon dont il vit d'abord dans notre esprit, à travers des personnages qui se matérialisent un peu comme des fantômes, et puis progressivement comment on commence à prendre des notes, à réfléchir à des sensations, des images peut-être, parfois pas. Et puis il y a un moment donné où tout ça doit se cristalliser. Donc ça se cristallise sous forme d'un écrit qu'on appelle un scénario, qui pour moi est véritablement un moment extrêmement transitoire de l'écriture du film. C'est le moment où effectivement il faut le figer, parce que si on ne le fige pas, tout simplement les collaborateurs avec lesquels on va travailler n'auront pas de repères, les comédiens avec lesquels on a envie de travailler ne sauront pas de quoi il s'agit, et les producteurs ne pourront pas le financer, donc le film n'existera pas. Donc à un moment donné, mais pour moi, c'est comme s'il y avait une sorte de processus qui se continuait, qui se développait, qui se déployait, qu'à un moment donné, j'interromps pour le geler, de façon à pouvoir partager cette réflexion. Mais
pendant que le scénario est arrêté, la réflexion sur le film se poursuit. Elle se poursuit à travers le choix des comédiens, elle se poursuit à travers le choix des lieux, elle se poursuit à travers la façon dont j'imagine de découper, de construire le film, elle se poursuit dans la façon dont je remets en cause des éléments du scénario, et ça c'est un processus qui va se poursuivre tous les jours de la préparation du film, tous les jours de son tournage, et qui ne se stabilisera jamais jusqu'à, je dirais, presque la fin du mixage du film. Donc pour moi, je considère, j'ai jamais considéré le scénario comme quelque chose qui est une valeur en soi, ni qui ait une valeur même artistique, j'ai envie de dire, en soi. Pour moi, c'est un objet littéraire un peu non identifié, enfin, parce que j'essaye d'écrire des scénarios qui sont les plus dépouillés possibles, un peu comme des pièces de théâtre, j'ai envie de dire, où je décris le moins possible, dans lequel je mets le moins possible d'éléments psychologiques, où j'essaie d'être extrêmement précis, factuel, mais de façon à avoir quelque chose qui pour moi, alors la seule chose du scénario qui en général ne bouge pas ou bougera très peu, c'est ce qui relève de la construction, c'est-à-dire la construction presque musicale, enfin, qui serait comme une sorte de colonne vertébrale du film, hein. Ce sur quoi je peux travailler, ce sur quoi je peux progresser, déployer, avancer, etc., mais qui est comme une sorte de filet qui me permet, y compris par la suite, de donner de l'espace aux comédiens, qui sera même un espace quelquefois d'improvisation selon les interprètes. Et ça, sans doute, au moment de l'écriture de scénario, c'est ce à quoi j'accorde le plus d'attention, de concentration. Mais voilà, encore une fois, pour moi, le cinéma ne se scénarise pas, il s'écrit. Mais est-ce que vous avez le même rapport, disons, pas brutal, mais disons, le rapport transitoire au scénario quand il s'agit de personnages historiques, quand c'est le cas par exemple que vous écrivez Carlos, ou quand c'est des personnages littéraires comme par exemple pour les destinées sentimentales? Alors, bon, disons que d'abord, ça c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Il y a eu d'autres époques, en particulier celle où je faisais des destinées sentimentales, où je m'accordais moins de liberté. Mais disons que ce que vous prenez deux exemples qui sont de nature très différente, hein, évidemment. Les destinées sentimentales, c'est la seule fois où j'ai fait une adaptation littéraire, donc où je ne suis pas l'auteur du matériau original. Carlos non plus, puisque l'auteur du scénario original, c'est la réalité. Mais enfin, ça, c'est encore un autre débat. Dans les destinées sentimentales, je me préoccupe d'être au plus près possible de l'écriture de Jacques Chardon. C'est-à-dire que pour moi, les destinées sentimentales, c'est l'adaptation d'un roman, mais c'est aussi une réflexion, enfin la mienne en tout cas, sur la transposition littéraire au cinéma. Comment est-ce qu'on transpose le littéraire? Comment est-ce que je peux arriver à transposer en images les choses qui m'ont touché, ému, qui ont à voir avec la nature même, la matière même de l'écriture, du style peut-être, d'une certaine façon. Donc j'essaye d'être extrêmement, de ce point de vue-là, respectueux d'une œuvre existante. Donc il n'y a pas, dans les destinées sentimentales, il y a de l'invention, il y a de la remise en cause, etc. Mais il n'y a pas d'improvisation. Les mots sont très souvent, la plupart du temps, ceux de Jacques Chardon. La structure dramaturgique est plutôt celle de Jacques Chardon que la mienne ou celle de Jacques Fieschi, qui est le co-auteur du film. Enfin, c'est lui qui a rédigé le scénario avec moi, mais Jacques a eu un rôle prépondérant dans l'adaptation du film. Donc voilà, donc ça, on va dire que c'est un cas différent. Pour ce qui est de Carlos, j'ai envie de dire que là, c'est vraiment l'exemple même du processus que j'essayais de décrire, dans le sens où c'est un film qui naît de l'accumulation de matériaux documentaires. J'ai souvent dit, et c'est vrai, je crois, que dans Carlos, je n'écrivais pas des scènes, je les trouvais.
C'est-à-dire que j'ai essayé de réunir tous les éléments possibles autour de Carlos, que ça allait de biographie de Carlos, à des articles de journal, à des documents de police, à des retranscriptions d'écoutes téléphoniques, etc., etc. Donc, ce processus de recherche et de réflexion, de précision historique dans l'écriture de Carlos, c'est justement quelque chose qui a duré jusqu'à la fin de la fabrication du film. C'est-à-dire que je dis ça dans le sens où j'étais déjà littéralement en train de tourner, j'étais encore en train d'échanger des emails avec Stephen Smith, qui était l'auteur de l'enquête, sur lequel, au sens journalistique du terme, sur lequel je me suis basé, pour qu'il autorise, valide telle ou telle hypothèse, le traitement de telle ou telle situation, selon tel ou tel nouvel élément que je trouvais en cherchant, en réfléchissant, et pas seulement moi, puisque disons que dans la mesure où on faisait un travail qui était un travail aussi historique d'une certaine façon, il y avait des choses qui venaient de mes collaborateurs, qui me disaient on a trouvé ceci, on a trouvé cela, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser, et quand on était déjà au montage du film, on se posait encore des questions sur la validité historique de telle ou telle de nos hypothèses, en restant assez disponible à la réinterprétation. Je veux dire, après, il y a même cette dimension-là, et puis j'ai envie de dire, il y a y compris la dimension juridique. Dans Carlos, il y a des choses que j'ai été obligé d'ajuster en fonction des demandes des avocats de Canal+. Est-ce que c'est la même précision en fait est-ce que c'est la même précision dans le choix d'adaptation d'un roman littéraire, respecter le souffle de Jacques Chardon, et puis non celui de respecter les faits historiques? Non, parce que par exemple, je vais prendre un exemple. Enfin bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont vu la version intégrale du film, mais par exemple, il y a une séquence dans Carlos qui se déroule dans les bureaux de la police politique hongroise, où Carlos et son acolyte Johannes Weinrich sont reçus par des agents des services secrets, des responsables des services secrets hongrois, qui supervisent grosso modo la présence de Carlos en Hongrie. Cette séquence, elle est basée sur une retranscription. C'est la police politique des pays de l'Est, que ce soit en Allemagne de l'Est ou en Hongrie. Ils enregistrent tout, il y a des micros partout, et après la chute du rideau de fer, beaucoup de ces documents sont devenus accessibles. Donc moi je me suis servi littéralement pour cette séquence-là de propos d'une situation existante, de propos véridiques. Après, je condense un peu pour rendre la scène intelligible et digeste, etc. Et puis ensuite, si vous vous souvenez de la scène, ça se transforme littéralement en scène de comédie. C'est-à-dire dans le sens où là, je laisse, les mots restent ceux de Carlos, mais c'est vrai que je joue avec la façon dont je laisse les comédiens les interpréter à leur manière, je les laisse jouer avec la langue, avec les maladresses de la traduction, et avec y compris des petits moments littéralement d'improvisation autour de l'utilisation des objets, etc. Donc cette séquence-là, je ne l'ai jamais écrite. Je ne l'ai jamais écrite, je ne l'ai jamais scénarisée. D'une part, elle provient d'un document existant, et ensuite, elle est réinventée pendant le tournage. Donc il y a beaucoup d'exemples de ce type-là, parce que là, je prends un exemple qui relève du jeu des comédiens, mais par exemple, le déroulement d'une des séquences principales de Carlos, qui est donc l'assaut par le commando dirigé par Carlos de la réunion des ministres du pétrole, des ministres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Là, comment je procède ? Je réunis tous les éléments dont je dispose, je construis avec les éléments dont je dispose une continuité la plus proche possible de la réalité de cet assaut, mais de quoi est-ce que... C'est là où ça devient intéressant. De quoi est-ce que je dispose ? C'est-à-dire que je dispose de beaucoup de témoignages
oculaire, de première main. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été interviewés, qui l'ont raconté, etc., qui ont fait leur récit. Mais aucun de ces gens-là n'était partout à la fois en même temps. Donc ils ont chacun une perspective qui est biaisée, parce que pendant qu'ils sont dans une pièce, ils ne savent pas ce qui se produit dans l'autre. Donc il faut arriver à reconstituer une continuité temporelle qui restitue la vérité, la réalité de cet assaut, qui lui-même est déterminé par des éléments basiques comme tout simplement l'espace, dans lequel les distances au sein de cet espace. Donc le bâtiment où a eu lieu la prise d'otage n'existe plus, il a été rasé il y a fort longtemps. Donc je me procure des plans qui sont ceux du lieu. Donc on a reconstitué en studio cet espace en fonction des cotes dont on disposait, et tout d'un coup, ne serait-ce qu'en étant confronté à l'espace véritable, les distances, les angles, les couloirs, on se rend compte que tout simplement, y compris dans les récits des témoins oculaires, etc., il y a des impossibilités. Donc on est obligé de retrouver une cohérence, de retrouver une logique, et donc, y compris une scène comme celle-là, qui a priori est hyper technique et que sans doute d'autres cinéastes auraient storyboardé depuis longtemps, moi je me donne l'espace, disons, de la capacité de cette espèce de grosse machine, de l'ajuster, en fonction de la réalité, encore une fois, historique, factuel. Si on reprend par exemple l'exemple tout à l'heure de cette scène qui devient une scène de comédie, enfin de cette scène d'interrogatoire comme ça, est-ce que la comédie était déjà pensée au moment de l'écriture comme étant un moment qui peut se transformer comme ça, ou c'est quelque chose qui, en travaillant, en répétant avec les comédiens, se transforme parce que ça relève du potentiel intéressant de cette scène? Oui, ça s'invente sur place. Moi, je n'ai pas du tout écrit comme une séquence de comédie, et puis après, je me rends compte qu'en fait, c'est drôle. Enfin, je me rends compte que c'est drôle parce que, au départ, j'en sais rien, parce que d'abord, les comédiens hongrois, je ne les connais pas. Je ne sais pas du tout avec qui je vais avoir. Donc après, par chance, je rencontre des comédiens qui sont qui sont dans des troupes de théâtre, enfin, les deux très bons comédiens qui sont plutôt habitués à la scène. En face, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui marche très bien dans le duo entre Alexander Scher et Edgar Ramirez, qu'il y a l'acquis de la totalité du tournage, où il y a une sorte de familiarité qui s'est construite entre eux, et je sais que je peux leur donner de l'espace, parce que la façon dont ils vont s'en servir va être intéressante. Et donc ça fait déjà plusieurs fois que je me rends compte qu'il y a un truc qui marche à deux, et que, si je les laisse partir, au fond, la situation peut être drôle, peut être à la fois véridique et drôle. Mais c'est quelque chose dont je me rends compte, littéralement au moment de tourner. Littéralement au moment de tourner. Mais du coup, à quel moment est-ce qu'on se dit, tiens, c'est bien de lâcher prise, enfin de faire en sorte de se laisser entraîner par ou les collaborateurs, qui puissent être ou les acteurs, ou le chef opérateur Mais disons que moi je crois que à ça. C'est-à-dire, je crois vraiment dans le cinéma en tant qu'art collectif, de ce point de vue-là. Après, c'est moi qui fais le film, c'est moi qui l'écris, je canalise les énergies des uns et des autres. Mais après, ça dépend des moments. Je veux dire, il se trouve qu'un film comme Carlos, vu sa complexité et vu la manière dont il s'est fait, il se trouve que ça a été plus collectif encore que d'autres films, où il y avait quelque chose qui marchait très bien entre les uns et les autres, et où il y avait une sorte d'émulation, enfin, etc. Moi, je crois vraiment j'aime pas le contrôle. Je n'aime pas le contrôle. Je pense que qu'au cinéma, la vie, elle rentre dans le cinéma justement quand on arrive à se défaire de cette question du contrôle, parce que la vie, elle est amenée justement par la façon dont vous êtes contredit par des gens avec qui vous travaillez, par le fait que tout d'un coup, par le fait d'être capable d'accepter que l'opérateur, même si vous avez analysé, réfléchi, etc., que tout d'un coup, l'acteur, il a une idée qui est meilleure que la vôtre, ou que même l'opérateur, tout d'un coup, il dit, mais est-ce que tu as pensé à ce truc comme ça, etc. Souvent non, mais quelquefois oui, c'est bien, quelquefois si ça se trouve c'est mieux que ce qu'on imaginait auparavant. Donc, mais même tout simplement du point de vue des costumes, je veux dire ça c'est ce qu'il peut y avoir de précieux dans le fait d'avoir une continuité dans le travail avec des collaborateurs. Je veux dire, sur Carlos, Jürgen Doring, le
qui faisait les costumes du film, je trouve qu'il arrivait avec des propositions de style, quoi, pour certains des personnages, qui rajoutaient une dimension, qui apportait quelque chose, et donc et qui était même, et que donc quelquefois c'était y compris en contradiction avec ce que j'avais imaginé, mais il se trouvait que souvent ça marchait mieux, il y avait quelque chose de plus vivant, et justement c'est ce côté, c'est la façon dont j'ai le sentiment d'arriver à d'essayer en tout cas, de laisser entrer les énergies à l'intérieur du film, qui permet éventuellement de trouver un peu de vie, quoi, dans tout ça. Et quand vous parlez par exemple de cette scène dans le commissariat qui devient une scène de comédie, enfin en Hongrie, comment ça se passe? Elle est répétée avant, vous savez avant, ou le matin vous arrivez sur le tournage, vous avez cette scène à tourner ce jour-là au plan de travail, et vous allez essayer dans le décor? Comment ça s'est passé? Disons que contrairement à d'autres séquences du film, c'est une pure scène de jeu. Donc c'est une scène relativement longue, hein, je ne sais pas, vous la prenez, elle fait c'est 4 pages littéralement de dialogue avec 4 personnages assis autour d'une table. Donc c'est le truc le plus dur ou le plus ingrat quelquefois à tourner quand même. Donc au fond je me dis, je vais entièrement la baser sur le jeu, quoi. Je ne vais pas essayer de faire de la mise en scène au sens construction spatiale du terme. Je vais être avec cette scène, si elle fonctionnera sur le jeu. Donc je la tourne à 2 caméras, déjà pour commencer, c'est-à-dire que donc ça veut dire que je peux laisser les comédiens improviser, parce que c'est plus difficile quand on est dans ce type de configuration-là d'improviser quand on tourne qu'à une seule caméra, parce qu'après on est emmerdé sur comment faire matcher les 2 axes. Donc fatalement, il faut avoir les 2 axes et pouvoir avoir, y compris des réactions, les silences, etc., dans des off synchrones, quoi. Donc oui, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est une des scènes du film que je conçois à 2 caméras. Parce que je sais que je vais aller sur ce terrain-là. Vos questions? Vous avez parlé de la personne qui a fait par exemple vos costumes, et vous dites que le cinéma serait un art collectif. Vous travaillez avec les mêmes personnes d'un tournage à l'autre? Ou alors c'est important pour vous de... Non, j'essaye de travailler avec les mêmes. Moi, il y a certains des collaborateurs qui sont là depuis mon premier film. Je veux dire, François Labarthe, il a fait les décors de tous mes films depuis le premier. Luc Barnier, il a monté la totalité de mes films. Après, il y a d'autres postes, tout ça, etc. Mais par exemple, Jürgen, ça fait 4 films qu'on fait ensemble. Les opérateurs, au fond, les opérateurs, j'ai jamais travaillé qu'avec 3 opérateurs. Avec Denis Lenoir, avec qui j'ai commencé, mais qui a tourné la moitié de Carlos, Éric Gauthier et Yorick Le Sceau, qui faisait déjà la 2e caméra quand on faisait, au début septembre, je crois en 98, ou un truc comme ça, et qui a fait l'autre moitié de Carlos. Alors comme c'est des gens que vous connaissez bien, du coup, ils arrivent quand, en fait, au moment de la construction du film, pour vous? Ils arrivent... Alors, disons que moi, ils arrivent tard, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Enfin, disons que ça tient à moi. C'est-à-dire que moi, j'aime pas du tout la préparation des films. S'il y a vraiment un moment dans la fabrication des films que j'aime pas, c'est la préparation, parce que je trouve ça laborieux. Il y a une espèce de résistance du réel. Enfin, on ne sait pas encore qui va jouer, à quelle date. Et puis, je parle même pas des incertitudes sur la possibilité de fabriquer le film. Enfin, je veux dire, un film comme Carlos, malgré la démesure du truc, on a eu un feu vert pour tourner le film littéralement 4 jours avant le tournage. Donc c'était un cauchemar, tout le truc. Donc il y a eu très peu de travail, enfin il y a eu du travail en amont, mais pas assez, donc on était obligé de compenser sans arrêt. Non, je crois au moment du tournage, quoi. C'est-à-dire que je crois vraiment à ce qui se passe au moment du faire. Et ça, au moment du faire, là c'est là où j'écoute les opérateurs, parce que c'est pas... Enfin, on peut avoir beaucoup de discussions creuses, quoi, en amont. Hein. Je veux dire, c'est comme on peut faire lire Moby Dick aux acteurs, on peut dire à l'opérateur qu'on va s'inspirer des tableaux d'un tel ou un tel, enfin, etc. Enfin, franchement, c'est
c'est très très anecdotique par rapport à ce que va être réellement la fabrication du film. Ça donne des indications, ça peut être le prétexte à quelques conversations, mais elles sont au fond pour moi jamais centrales à la fabrication du film. Ce qui est central à la fabrication du film, c'est quand on est là, qu'on tourne, que la caméra marche et qu'on fait un plan, quoi. À ce moment-là, j'écoute vraiment, et là il y a un échange. Mais on parlait des costumes, ça c'est l'inverse. C'est vrai que les costumes, ils se font beaucoup en amont, mais ils se font aussi beaucoup au jour le jour. C'est-à-dire que moi je me rends compte que autant ça m'intéresse de travailler là-dessus, et donc évidemment on prépare les costumes pour tous les comédiens. J'ai tendance à les changer au jour le jour. C'est-à-dire, je les vois arriver sur le plateau, je me dis c'est peut-être pas si bien que ça, pourquoi on n'essaye pas une autre couleur, pourquoi on n'essaye pas un autre truc, ça lui va pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment au moment du tournage que les choses deviennent vraies et concrètes. Le reste, c'est des repères que je me donne, mais tout est remis en cause au moment du plan, quoi. Alors, est-ce que le temps de tournage est plus long dans un de vos tournages que dans un autre? C'est plus long parce que j'ai un peu tendance à dépasser le soir. Ça, oui, disons que je lâche pas les scènes, les plans, avant d'être sûr d'avoir ce que je veux. Et c'est vrai que quelquefois les horaires, ça déraille un peu, mais j'ai jamais fait des films où j'ai eu des budgets suffisants qui me permettraient de faire ce que font certains cinéastes, c'est-à-dire de retourner des scènes, de dépasser d'une semaine, de 2 semaines. C'est pas faute de vouloir, j'aurais été ravi de pouvoir, mais j'ai jamais eu des économies qui m'auraient même permis d'avoir cette liberté-là. Donc je tourne plutôt vite. Je tourne plutôt vite par rapport à d'autres cinéastes. Enfin, je veux dire, un film comme Carlos, c'est quand même 3 films, si vous le traduisez en termes de cinéma, c'est 3 films d'1h45, tournés dans une dizaine de pays, avec des scènes d'action, une centaine de personnages. On l'a tourné en 92 jours. Donc c'est 3 longs métrages d'action, chacun tourné en 30 jours, c'est pas beaucoup. Donc mais en même temps, je déteste pas ça, quoi. D'abord, je suis plutôt attentif à l'économie des films, et ensuite, j'aime bien la tension que ça donne. Au tournage. Parce que vous parliez aussi de... J'ai juste une dernière question. Oui. C'est, vous parliez d'improvisation avec les comédiens. Parce que si l'équipe artistique arrive, l'équipe technique, entre guillemets, arrive tard, comme vous l'avez dit, par contre, le travail avec les comédiens, nécessite des répétitions. Non, je répète pas du tout. Je répète pas du tout, et je répète déjà je répétais quasiment pas, et maintenant je répète pas du tout, quoi. C'est-à-dire dans le sens où je fais même pas de répétition technique. C'est-à-dire que y compris les plans les plus compliqués sur un film comme Carlos, ou qui mettent en jeu, etc., je les tourne, je dis bon, voilà, vous faites ci, vous faites ça, comme ça, etc. Et alors, ça, c'est un truc de confiance avec l'équipe technique, et pas uniquement les chefs de poste, hein, pas l'opérateur, parce que c'est un truc de confiance de l'assistant opérateur qui est obligé d'improviser avec des places qu'il ne connaît pas encore, avec un machiniste qui lui-même va trouver ses marques en tournant, ou même un perchman qui va essayer de faire gaffe comme il peut à pas être dans l'image, quoi, et à trouver ses marques, ses places, ses positions, quoi. Mais cette urgence-là, justement, elle est d'une certaine manière gérée parce qu'elle permet de garder une forme de nervosité, d'acuité de tout le monde. Oui, et puis elle permet surtout un truc qui est pour moi vital pour les acteurs, qui est cette espèce de fluidité entre genre la vie et le cinéma. C'est-à-dire que genre les acteurs, ok, vont fatalement, surtout sur un film comme Carlos, on parle de Carlos parce que c'est plus récent, et c'est un film d'époque, donc du coup ils ont des costumes d'époque, des cravates, des fausses moustaches éventuellement, j'en sais rien, enfin surtout le temps passe sur Carlos, donc il change d'aspect, etc. Donc je pense à Edgar Ramirez, il a passé un moment dans les loges. Moi j'adore pas ça, que les comédiens passent du temps dans les loges. Moi idéalement ils devraient sortir de la voiture qui les amène, ou du métro, et aller directement dans le... Bon, là je suis obligé de faire avec. Donc ce que je fais, c'est à l'instant où il arrive sur le plateau, je dis bon écoute, voilà, alors le plan c'est ça, tu vas là, etc., on tourne.
Et avant qu'il y ait eu le temps comme ça, de ce côté un peu mise en place, on fait un film, qu'est-ce que ça va être le plan, etc. Je laisse pas le temps de réfléchir, et pour moi, c'est la vie, quoi. C'est un truc du genre, bon ben voilà, t'es Carlos, tu rentres dans le bureau du chef de la sécurité syrienne, et ben tu vas bien voir ce qui se passera. Un truc dans ce genre-là, quoi. Et ça a toujours été le cas ou c'était pas le cas sur les premiers films? Non, Cette c'était assurance. moins le cas, c'était beaucoup moins le cas. Les premiers films que j'ai faits, c'était plus dessiné, plus contrôlé, fatalement, quoi, parce que c'est un truc, au début, on a toujours besoin de se prouver, y compris à soi-même, qu'on sait se servir des outils, qu'on sait faire les scènes, qu'on y arrive, etc. Enfin, après, je crois que c'est une liberté qu'on se donne progressivement, en fait. Et cette liberté, elle a commencé d'abord avec les acteurs, et ça a entraîné tout le travail autour de la technique, ou d'abord vous êtes senti plus libre de vous affranchir de la technique et ensuite des comédiens? Je crois que c'est les deux à la fois, en fait. C'est les deux à la fois, parce que pour moi, la rupture, elle est après mon 4e film. J'avais fait un film qui s'appelait Une nouvelle vie, par des années 90. Premier film en scope que je faisais, mais donc en vrai scope, donc avec cette caméra hyper lourde, etc. Et tout d'un coup, je me rendais compte, bon, on peut pas prendre, je pouvais pas soulever la caméra, quoi. C'était la grosse Mitchell, c'est une sorte de meuble, avec tous les problèmes que pose l'utilisation en plus du scope. Enfin, je vous ai parlé des détails techniques, vous les connaissez comme moi. C'est-à-dire que il y a moins de profondeur de champ à focale comparable, il y a moins de profondeur de champ, quoi. Surtout quand on éclaire peu. Moi j'éclaire peu, je fais des films, je fais souvent des plans séquences où ça fait 360 degrés, donc on peut pas mettre de projecteur sur pied, donc on va pas avoir beaucoup de lumière, donc il n'y a jamais beaucoup de profondeur de champ. Donc je faisais des plans qui étaient hyper dessinés, très compliqués, sans lumière, et donc du coup le malheureux assistant opérateur, il lui demandait, ok d'accord, quand le plan était prêt, il disait, moi je demande un quart d'heure pour faire des marques au sol avec des repères roses, jaunes, machin, etc. Et moi, c'est un travail qui était assez passionnant, parce qu'au fond, peut-être spatialement, c'est un des films les plus complexes que j'ai fait, mais j'en suis sorti avec la nausée, quoi. J'en pouvais plus, et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je veux voir une marque au sol, avec une place d'acteur, un truc comme ça, c'est terminé, quoi. Et l'idée d'arrêter le travail avec les comédiens pour prendre du temps technique, je ne veux plus entendre parler de ça. Et c'est vrai que le film suivant que j'ai fait, qui était L'eau froide, ensuite j'ai fait Irma Vep, c'est 2 films que j'ai tournés en Super 16, caméra à l'épaule, et alors là pour le coup, en me donnant une liberté de mouvement, de déplacement, d'invention, etc. Alors, L'eau froide, il y a encore des éléments un peu plus cadré, plus carré, etc. Et puis Irma Vep, c'est complètement libre. Mais ça s'est passé en même temps. Et Irma Vep, c'est le premier film où j'ai vraiment laissé les comédiens improviser, où je les ai balancés dans des situations et advienne que pourra, quoi.